Odile, le podcast, une production de l'Observatoire francophone des initiatives de lutte contre la désinformation, une collaboration entre l'Organisation internationale de la francophonie et Check First, avec Guillaume Custer et Nelly Pailleux. Odile, le podcast, c'est une série d'entretiens avec celles et ceux qui luttent contre la désinformation dans l'espace francophone. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Odile, le podcast. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Sami Moufouni, directeur général de Congo Check, une rédaction de vérification des faits en République démocratique du Congo. Bonjour. Bonjour, et vous allez entendre des bruits de Kinshasa dans ce podcast, puisqu'au moment où on a enregistré, j'ai l'impression qu'un concert se préparait autour de Sami, mais on va faire avec. On est à Kinshasa, c'est ça la réalité, donc les églises, les bars, les cafés, tout ça. Je vous en prie. Sami, Congo Check, qui est vainqueur de l'édition 2020 du prix francophone de l'innovation dans les médias, organisé par l'Organisation internationale de la francophonie, Reporters sans frontières et Radio France Internationale. Déjà, félicitations pour cette belle réussite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez commencé à Congo Check et comment vous en êtes arrivé jusqu'ici? Merci beaucoup Nelly, merci à Guillaume aussi, bonjour tout le monde. Donc voilà, évidemment on a eu le prix de l'innovation dans les médias de l'OIF et Reporters sans frontières et nous en sommes très fiers. Et donc Congo Check a commencé en 2018, début 2018, et c'était dans un contexte électoral. On venait de suivre quelques formations avec DCV l'Académie. On s'est inspiré également d'Africa Check parce qu'on était en contact déjà avec Africa Check et on collaborait avec les observateurs de France 24 quand ils avaient quelques sujets à traiter dans la région. Ils nous contactaient, donc on était déjà comme leurs collaborateurs dans la région. Et du coup, lors des élections, il y a eu, on a senti ces besoins-là. Il y avait beaucoup de médias déjà en RDC qui traitaient de l'actualité, mais aucun média ne s'est spécialisé dans la vérification de faits. Pourtant, il y avait ce besoin-là. Il y avait beaucoup de fausses nouvelles liées aux élections, à la période électorale. Et voilà, on a décidé d'adapter ce que faisait Africa Check, ce que faisaient déjà les observateurs de France 24 dans notre pays et dans le contexte électoral qui était en cette époque-là. Oui, parmi les invités de Odile, le podcast, on a eu différentes initiatives effectivement qui se sont montées dans des contextes électoraux qui sont des contextes assez propices à la propagation de fausses informations. Donc, vous dites que vous êtes inspiré d'Africa Check, c'est-à-dire que vous aviez déjà des journalistes qui travaillaient là-bas, qui se sont détachés, qui sont venus vous aider. Vous avez suivi une formation avec eux. Quels ont été vos liens? On était en contact avec eux, avec Africa Check. On suivait ce qu'ils faisaient. Mais c'était pas un contact direct. On était en contact direct avec les observateurs de France 24 parce que eux aussi, ils font quelquefois le fact-checking. Ils font du fact-checking aussi. On était en contact avec eux quand ils voulaient vérifier des images, tout ça. Et on suivait de loin ce que faisait Africa Check. Et quand il y a eu ce contexte-là, et on était journalistes depuis longtemps, on traitait de l'actualité dans des médias locaux, et des agences de presse internationales. On collaborait déjà avec certaines agences et on s'est dit qu'il fallait adapter ce qu'on voyait faire Africa Check et les observateurs. C'est comme ça qu'on a décidé de mettre en place une plateforme appelée Congo Check qui se spécialiserait dans la vérification des faits. Aujourd'hui, comment est-ce que vous touchez votre public? Où est-ce qu'on peut vous lire ou vous voir? On a un site internet, congocheck.net. On a également des réseaux sociaux. Aussi, on se limite pas en ligne seulement sur Internet parce que une fois de plus, le contexte local, il est pas comme celui dans lequel travaillent les observateurs, même si on s'est inspiré de leur travail. Ici, beaucoup de gens ne sont pas connectés. Même si la source de beaucoup d'infos, c'est Internet, il y a beaucoup de gens qui sont pas connectés. Et voilà, on fait également des descentes sur terrain,
de sensibilisation. On se limite pas à publier des articles en ligne. Donc, on est en ligne sur Internet. On est sur les sites Internet. On a on a aussi de réseaux sociaux qu'on utilise pour propager nos articles de vérification. Ce que je retiens et qui est très intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est que certes, il y a les réseaux sociaux qui sont un vecteur de propagation de la désinformation, mais vous devez faire du bouche à oreille parce que tout le monde n'est pas connecté. Et pourtant, la désinformation, elle se propage aussi sans téléphone, juste de bouche à oreille, c'est comme ça? Presque 90% des Congolais qui sont pas connectés, voilà. Pourtant, ils sont aussi victimes de fausses nouvelles quand ça les atteint. Quand ça vient d'Internet, des gens qui sont connectés et ça les atteint, ils sont aussi victimes. Et c'est pourquoi nous aussi, on utilise également on utilise tous les canaux, en fait, tous les canaux par lesquels passent les fausses nouvelles. Que ce soit Internet, réseaux sociaux et des techniques offline, quoi, hors ligne. Et dans le contexte dans lequel vous vous êtes créé, c'est-à-dire un contexte d'élection présidentielle, quel contenu vous avez eu à vérifier? Est-ce que c'était des déclarations de personnages politiques, de candidats à la présidentielle, ou est-ce que c'était des rumeurs qui circulaient parmi les citoyens ou même sur les réseaux sociaux? Ici, on a de regroupements politiques qui utilisent la propagande, tout ça, et de fausses nouvelles qui vont avec. Et du coup, il y en a eu de tous les côtés. Et c'est pourquoi on a décidé de mettre un site d'information en place qui s'est chargé de vérifier. Donc depuis 2018 que vous existez, ça veut donc dire que vous avez survécu. Donc vous avez trouvé un moyen de subsister. Comment est-ce que vous vous financez à Congo Tchèque? De les lancements, comme on s'était inspiré également d'Africa Tchèque, comme je l'ai dit au début, on est entré en contact avec Africa Tchèque et voilà, ils nous ont connecté à The Shuttle Wave Foundation et c'était notre première aide pour mettre en place l'équipe et euh, s'approvisionner en matériel, tout ça, ordinateur, connexion Internet. Donc, on a eu un prix. C'était le premier prix de Congo Tchèque pour nous aider à mettre en place l'équipe et s'est lancé dans la vérification parce que ça coûtait. On n'avait pas beaucoup de moyens pour s'y lancer. Donc, on a eu le premier prix des Shuttle Foundation qu'on a eu grâce à Africa Tchèque, quoi. Et après, on est entré en contact avec des organisations internationales comme Internews qui supportaient les médias locaux, qui se chargent du développement des médias en Afrique, dans beaucoup de pays africains. Et voilà, ils nous ont accompagnés sur certains projets, certains programmes spéciaux comme Fact Check Ebola, qu'on avait lancé sous l'épidémie d'Ebola en RDC. Et donc, ils nous ont accompagnés et ça nous a beaucoup aidé à survivre, quoi, à financer nos activités jusqu'à ce que ils nous ont beaucoup soutenus. C'est des partenaires presque permanents, quoi. Ils nous soutiennent sur plusieurs projets. Et après, on est entré en contact avec Facebook dans son programme de vérification des faits. Et voilà, c'est comme ça qu'on se finance. C'est très intéressant et ça m'évoque plein de questions qui me viennent à l'esprit, mais j'y reviendrai après, notamment sur le fait que vous avez vécu en fait une épidémie d'Ebola avant l'épidémie de Covid-19 et que j'imagine que c'est une expérience qui a dû vous être très utile pour couvrir la pandémie, l'infodémie qui circule à cette période de Covid-19. Exactement. On avait lancé le programme Fact Check Ebola suite aux discussions qu'on avait eues avec l'équipe de communication du ministère de la Santé en RDC. Et voilà, après, on s'est décidé de lancer le programme. Mais on a beaucoup gagné en expérience à tel point que quand il y a eu les premiers cas signalés de la Covid-19 en RDC, on s'est dit que il y aura forcément de fausses nouvelles qui seront liées à ces sujets. Et voilà,
on n'a pas attendu, on a lancé le programme Fact Check Covid-19 directement. Voilà. Et ça nous a beaucoup aidé en expérience, quoi. On a gagné beaucoup d'expérience dans la couverture des telles crises sanitaires, quoi. Alors, vous avez parlé de l'équipe. Quel est le profil type d'un collaborateur de Congo Check? On peut peut-être déjà commencer par donner une idée de la taille de l'équipe. Combien êtes-vous? Et puis, quel est le passé, la compétence des membres de votre équipe? On a une trentaine de journalistes qui travaillent. C'est un peu atypique, quoi, mais ça se comprend parce on couvre actuellement 3 pays, donc la RDC, la RCA et le Congo-Brazza. Comme c'est un nouveau domaine dans la région, on n'était pas très exigeant à choisir nos collaborateurs. Parce qu'on a un programme de formation, Congo Check Academy. Donc, dès qu'il y a tout ce qui nous intéresse, nous, en tout cas, au début, c'est l'intérêt au fact-checking, à l'initiative. Et après, on se lance dans la formation, partage des connaissances, des techniques, des vérifications, tout ça. Et voilà. Ouais, c'est ça. Donc, on a des journalistes, une trentaine de journalistes qui ont de l'expérience en journalisme, mais qui sont novices dans le fact-checking, quoi. Même si la vérification, ça fait partie du travail de journaliste. Et voilà, donc c'est un peu nouveau les techniques de fact-checking. Et voilà, comme on a un programme de formation, on, on soumet à tous nos collaborateurs ce programme-là. Et voilà. Comme un bon club de foot, vous avez un centre de formation pour des jeunes recrues que vous arrivez à repérer parmi des pépites qui sortent de l'université. Et vous avez des bureaux qui sont uniquement situés à Kinshasa, en République démocratique du Congo, ou vous avez également des bureaux au Congo-Brazzaville et en RCA? On n'a pas de bureau dans ces 2 pays, dans ces 2 autres pays-là. On est seulement en RDC et c'est pas à Kinshasa, c'est à Goma, dans D'accord, l'est du pays, parce que c'est là vraiment la base, quoi. très bien. En RDC, c'est très grand. On a la ville de Kinshasa, de Lubumbashi, dans la région de Kasaï, on a aussi de collaborateurs à Kisangani, à Beni, à Bunia, donc dans plusieurs villes. Euh, et voilà, donc on a un groupe WhatsApp qui joue le rôle de salle de rédaction virtuelle. Dès qu'il y a une fausse nouvelle ou une nouvelle qu'on doit vérifier, on la met dans le groupe WhatsApp et après on identifie le domaine dans lequel la, la nouvelle est située et après on choisit qui va s'en charger. Donc voilà. Donc, votre réseau de journalistes, c'est aussi votre réseau de veille. Donc, vous vous coordonnez au niveau national, bien étalé géographiquement. Vous avez ce réseau de veille qui est constitué de votre équipe, et puis vous décidez ensuite comment est-ce que vous allez traiter les informations. Exactement. Si Ouais. on parle des outils que vous utilisez, quels sont les outils de vérification, les techniques de vérification? Est-ce qu'il y a des choses spécifiques à votre région, par exemple, auxquelles il faut être attentif quand on fait du fact-checking? Comme toutes les autres initiatives de fact-checking, on utilise les mêmes outils et peut-être moins que les autres, euh, mais on mise beaucoup plus sur la descente sur terrain parce que il y a des images qui circulent parfois et quand on utilise les outils disponibles pour vérifier les images, c'est un peu compliqué, c'est pas très évident et voilà. Parfois, il faut descendre sur le terrain, vérifier par nous-mêmes ce qu'il y a eu, où ces images ont été prises, voilà. Mais c'est trop coûteux et donc on utilise les techniques de vérification des bases appeler les sources primaires, tout ça, quand c'est cité dans une publication, on appelle les sources primaires. Et on utilise aussi les outils de vérification d'images parce que très souvent, des fausses nouvelles circulent avec des images d'illustration. Et voilà, on utilise des outils disponibles de vérifier les images, même si c'est parfois limité. C'est quand c'est limité
qu'on est obligé de parfois descendre sur terrain pour combler à ce vide-là. Est-ce qu'il y a un type de désinformation auquel vous faites particulièrement face, ou est-ce que c'est des fausses nouvelles qui évoquent des milieux qui sont très différents? Ouais, on a des thématiques récurrentes, surtout en cette époque euh, des crises sanitaires comme la Covid-19 et tout. Il y a beaucoup de fausses nouvelles qui circulent. C'est au sujet de euh, de cette crise sanitaire, la Covid-19. Mais en première position, c'est des fausses nouvelles liées à la politique, liées à la situation politique. C'est qui vraiment occupe la première position. Donc, on a la politique, on a la santé. En tout cas, c'est les deux thématiques qui occupent les deux premières positions et qui reviennent très souvent. Lorsque vous vous êtes lancé, vous veniez combler un vide, finalement. Il n'y avait pas d'initiative de fact-check en tant que telle, définie comme telle, dans le pays. Comment est-ce que vous avez été reçu par le public? Est-ce qu'on vous a bien accueilli? Est-ce que c'est difficile de faire son trou au départ? Oui, ça a été un peu difficile au début, parce que les gens ils comprenaient pas comment on remettait en question leur déclaration et ils nous en voulaient beaucoup. Surtout quand on est entré en contact avec Facebook, on a commencé à travailler avec eux parce que quand on identifie une fausse nouvelle sur Facebook, on la soumet à la vérification et après euh, s'il s'avère que si les vérifications montrent que c'est une fausse nouvelle, la visibilité est réduite, la visibilité de la publication. Il y a même une étiquette placée sur la publication et du coup les gens ils comprenaient pas, ils se sentaient attaqués et parfois ils revenaient vers nous avec des attaques, tout ça. Et voilà, c'était pas très facile. Est-ce que là, vous parlez de gens qui relayaient des fausses informations, qui les créaient pas forcément, mais qui les partageaient? C'est tous les deux quoi. Que ce soit ceux qui créaient de fausses nouvelles ou ceux qui les partageaient. Il y a Ils comprenaient pas en fait qu'on remette en question leur déclaration et c'était pas très facile parce qu'il y a eu même des médias et parfois ils comprenaient pas comment on est tous journalistes mais notre publication vous la fact-checkez tout ça, ça nous a créé un peu de soucis avec beaucoup de gens mais après on est devenu comme une référence et quand il y a une publication douteuse, ils reviennent, ils nous taguent parfois dans les commentaires ou nous envoient la publication euh, par mail ou sur Messenger. Voilà, donc ça commence à se comprendre un peu, ils commencent à comprendre. Vous parliez de votre partenariat aussi avec Facebook et je suis curieuse de savoir comment ça se déroule exactement, un partenariat avec Facebook quand on est fact-checker. Est-ce que ça change votre façon de travailler? Un tout petit peu parce que avant, on travaillait sur des sujets qu'on jugeait très 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 pertinents. Mais avec le partenariat avec Facebook, Mhm. parfois il suffit qu'il y ait une publication, euh, même si c'est pas jugé très très pertinent comme on le faisait avant, on est obligé euh, on se sent obligé dans le cadre du partenariat de travailler dessus quoi. Et vous avez un certain nombre de publications à vérifier dans le cadre de votre partenariat dans un temps donné? Oui oui, mais c'est pas une obligation. D'accord. Ouais. On a une barre qu'on peut pas dépasser. On a une barre qu'on peut pas dépasser, mais on n'est pas obligé à produire un certain nombre d'articles. Mais quand même, quand il y a beaucoup de, beaucoup de publications vérifiées, ça montre qu'on est quand même appliqué, quoi. Quand vous dites qu'il y a une barre que vous ne pouvez pas dépasser, c'est qu'il y a un certain nombre de publications limites ou c'est une barre minimum sous laquelle vous ne devez pas passer? C'est une barre maximum, quoi, qu'on peut pas dépasser parce on est sur trois pays
et ça a un nombre fixé, un plafond de publication. D'accord. Pour revenir sur ce que vous disiez, vous estimiez la pertinence des vérifications prioritaires à traiter, et puis dans le cadre du partenariat, vous disiez, oui, ben, il y en a d'autres aussi que nous, on n'estimait pas forcément prioritaires, mais qu'on traite quand même. Est-ce que ça, c'est parce qu'elles sont très massivement partagées sur Facebook et que leurs drapeaux se sont levés chez Facebook? C'est parce que c'est très partagé sur Facebook et dans le souci dans l'esprit de Facebook, c'est délimiter la visibilité de toutes les fausses nouvelles sur leur plateforme. Et donc, dans le cadre de ces partenariats, on traite ces genres de publications, on traite de ces genres de publications, même si ça, pour nous, ça n'a pas beaucoup d'impact, mais si ça a de l'impact sur les réseaux sociaux, qui est un partenaire, donc on le fait quand même. Oui, donc ça vous donne quand même ce qui est intéressant par rapport à d'autres fact-checkers qui n'ont pas accès à ce genre de partenariat, c'est que vous pouvez savoir aussi ce qui se partage beaucoup sur Facebook sans avoir à le surveiller. Bien sûr, parce que si je l'ai pas souligné, on fait quand même la veille sur les réseaux sociaux. Toute l'équipe cette trentaine de journalistes ont fait la veille sur les réseaux sociaux. On reçoit aussi des signalements des internautes qui nous soumettent des publications à vérifier, mais ça arrive pas très souvent, quoi. Ça arrive pas très souvent, mais comme on a comme on a l'accès sur l'outil de Facebook qui lui-même regroupe toutes les publications qu'il faut vérifier, parce que quand il y a signalement des internautes, des utilisateurs de Facebook qui signalent une publication, automatiquement la publication rentre dans l'outil auquel on a accès, et ça nous aide beaucoup à avoir accès à ces genres des contenus à vérifier, quoi. Ça nous aide énormément, quoi. On parle de réseaux sociaux et c'est effectivement très intéressant, mais je voudrais revenir sur ce que vous disiez au début de ce podcast, c'est-à-dire que vous faites énormément de choses, vous faites de la vérification de faits sur Internet, vous faites de la vérification de faits sur les réseaux sociaux, vous avez une académie de fact-checkers que vous formez. Et je voyais à l'instant que en fait, le taux de pénétration d'internet en République démocratique du Congo est de 19%. Vous disiez tout à l'heure que vous faisiez également des activités où vous descendiez sur le terrain pour aller informer les populations. J'aimerais en savoir plus. Quelles sont ces activités que vous faites et à quel public vous vous adressez? Lors des activités en ligne, on s'adresse souvent, et c'est beaucoup plus dans le cadre de notre centre. C'est un centre d'éducation aux médias. Donc, je voulais préciser, c'est pas seulement adressé aux fact-checkers, aux journalistes. Donc, c'est aussi un cadre qui nous permet de vulgariser les techniques de vérification à tous les membres de la communauté. Et ça, c'est à Goma? Et, ouais, c'est à Goma. On le fait également dans d'autres villes de la région du Kivu. On l'a aussi une fois fait à Kinshasa, ici dans la capitale. Donc voilà, quand on ne fait pas en ligne, c'est beaucoup plus dans ces genres d'activités, de partage des connaissances en vérification qu'on profite pour débattre de certains sujets, et voilà. Et qui vient à ce genre d'événement? On a des étudiants, on a des influenceurs, des personnes très influentes sur les réseaux sociaux. On a de gestionnaires des groupes WhatsApp. Voilà, on sélectionne des catégories. Je crois on va étendre l'activité aux enseignants d'écoles primaires, tout ça, des universités, à toutes les catégories à toutes les couches de la population. Mais jusqu'à là, on l'a déjà fait avec des étudiants, des gestionnaires des groupes WhatsApp, parce que c'est très fréquent ici que les fausses nouvelles circulent dans des groupes WhatsApp.
et des influenceurs sur les réseaux sociaux, des personnes qui ont beaucoup de followers sur les réseaux sociaux. On va les faire également, on va l'étendre à d'autres couches de la population. Est-ce que le partenariat avec Facebook inclut aussi les publications sur WhatsApp ou pas du tout? Jusque-là, non, c'est encore sur Facebook et sur Instagram. Et pourtant, la plateforme sur laquelle la désinformation se propage le plus est pas comprise dans le partenariat. Ouais, je crois qu'ils ont pas encore beaucoup de contrôle sur tout ce qui circule dans de groupes WhatsApp ou sur cette messagerie. Mais en tout cas, jusque-là, on est encore sur Instagram et Facebook. Mais j'avoue que sur WhatsApp, il y a beaucoup de fausses nouvelles qui circulent. C'est l'un des plus grands canaux, quoi. Vous disiez que vous étiez présent donc en République démocratique du Congo, au Congo-Brazzaville et en République centrafricaine. Je vois que vous vous exprimez principalement en français. Est-ce que vous vous exprimez aussi dans d'autres langues? Ou est-ce que vous dispensez des formations dans d'autres langues que le français? En tout cas, le français, c'est la langue principale. Mais il nous arrive de vérifier des publications qui ont été des publications dans d'autres langues locales. Mais le travail s'est fait généralement en français. D'accord. Donc on a parlé des partenariats au lancement, avec des partenaires qui sont devenus des partenaires réguliers. On a parlé du partenariat de Facebook. Est-ce que vous avez établi aussi des partenariats avec d'autres initiatives d'éducation aux médias, de lutte contre la désinformation, de fact-checking dans la région? Ouais, en Afrique, on a un regroupement d'organisations de fact-checking qui s'appelle Africa Fact. On a eu également une collaboration avec d'autres organisations de fact-checking sur la pandémie de Covid-19. On est membre de l'IFCN qui est un regroupement d'organisations de fact-checking au niveau international. Et c'est d'ailleurs qui nous a permis à décrocher le partenariat avec Facebook. Et voilà, donc on collabore très régulièrement avec d'autres organisations de fact-checking. Et souvent, dans le cadre d'Africa Fact, on vient d'avoir même récemment une réunion et on est en train de préparer une autre dans quelques semaines pour partager les expériences et parfois prévoir d'éventuelles collaborations sur certains sujets. Parce qu'il y a des désinformations transfrontalières? Bien sûr qu'il y en a et quand c'est lié à la pandémie, il y en a eu, à la pandémie de Covid-19, il y en a eu qui concernaient à la fois plusieurs pays, quoi. Je le répète souvent dans ce podcast, mais c'est important de se serrer les coudes entre initiatives de lutte contre la désinformation. Et la question qui s'ensuit, c'est celle de savoir comment vous arrivez à garder la motivation de votre équipe et de vos troupes de 30 journalistes à l'intérieur de Congo Tchèque. Comme je l'ai dit au début, c'est donc parmi les critères de recrutement, c'est la motivation. On prend qu'il y a des gens qui sont très motivés, qui sont très engagés, qui expriment leur motivation à accompagner l'initiative. Parce que je l'ai pas souligné au début, mais actuellement, on a quelques piges pour nos collaborateurs à la fin du mois. Mais au début, c'était pas, on était tous des volontaires. Et d'ailleurs, moi qui travaillais avec des agences de presse, je soutenais souvent toutes les activités de vérification, les moyens de communication aussi. Ici, c'est encore cher et ça demande. Internet, c'est cher aussi en RDC. Donc, ça demande de l'argent, les transports. Et voilà, c'est moi qui soutenais également avec des amis qui m'ont rejoint. Donc, je cite Rodriguez, Katsuva et Fiston Mahamba. On a soutenu les activités avant de commencer à avoir quelques soutiens de partenaires. Et voilà, donc la motivation, ça comptait beaucoup au début pour nos collaborateurs et ça continue à faire à ce on reste ensemble jusque là, quoi. Pour aller où? C'est quoi l'avenir de Congo Tchèque?
Pour moi, ce qui est plus durable, c'est le partage de connaissances. Pardon. Donc, les centres, pour moi, c'est ça le projet les plus durables dans Congo Tchèque, les centres d'éducation aux médias, parce que ça nous aide à partager les connaissances en vérification et permettre en ce que les membres de communauté soient eux-mêmes capables de vérifier l'information, les publications qui le font douter. Et voilà, parce que on est une équipe de 30 et c'est pas beaucoup pour 3 pays, dont la RDC qui a plus de 80 millions d'habitants actuellement. Donc, le partage de connaissances en fact-checking, en vérification de faits à travers le centre d'éducation aux médias, ça, je vois que c'est un projet très important. C'est beaucoup plus durable que vérifier chaque contenu quand il est publié. La vérification des faits, mais aussi le partage et la transmission de connaissances pour Congo Tchèque. Merci beaucoup Samy Moupouni d'avoir été avec nous. On mettra en description de ce podcast tous les liens inhérents à votre initiative et également les liens qui renvoient vers vos réseaux sociaux. On vous souhaite une très bonne continuation et on vous remercie d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Nelly, merci beaucoup Guillaume d'avoir choisi de parler de notre initiative. Merci. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Odile, le podcast, dans tous vos lecteurs de podcasts favoris. Et le site de l'Observatoire francophone des initiatives de lutte contre la désinformation, c'est odile.org, odil.org, et sur Twitter, @obsdil.